Voilà, donc on est toujours notre dimanche avec un temps qui a complètement changé. Heureusement que bon, les personnes ne sont pas forcément sorties faire du sport parce ils auraient dû regarder la météo, je veux dire, s'informer de la météo et de savoir que bon, il allait quand même pleuvoir. Effectivement, il pleut. Donc celui qui est sorti et qui n'a pas pris ses précautions, ben, il va se retrouver avec des pluies comme voilà qui sont, je veux dire, euh, voilà, emplis de voilà de empli d'eau, parce que voilà, tombe la pluie. Voilà, on pourrait faire une petite chanson là-dessus. D'ailleurs, il y a beaucoup de chansons sur les pluies, et sur la neige, tout ce que vous voulez, sur l'hiver, sur les saisons. Il existe de nombreuses chansons, et voilà, on peut entamer une petite chanson concernant voilà, les pluies qui tombent. Voilà. Ceci étant dit, je vous présente ici un petit énoncé. Avec quelle force constante doit-on pousser un chariot de 15 tonnes? Bon, 15 tonnes, c'est quand même. C'est pas un petit chariot. Voilà. Alors, sachez qu'il y a des personnes qui poussent. Voilà, on les voit à la télévision, c'est des personnes, je veux dire, un petit peu exceptionnelles, hors normes, qui permettent de. Enfin, qui poussent des avions, des gros avions, qui poussent. Bon, ils ont quand même le roulement, hein. Il suffit qu'ils vainquent les frottements roulements pour que l'avion. Mais c'est quand même un gros tonnage, c'est pas donné à n'importe qui de faire ça. Voilà. Il y en a qui c'est des camions, il y en a qui savent le faire avec des camions, il y en a qui savent le faire avec des camionnettes. D'autres, bon, et la plupart des gens peuvent le faire avec des voitures normales, parce que c'est vrai qu'il existe des grosses voitures. Là, c'est un peu plus difficile. Donc, avec quelle force constante doit-on pousser un chariot de 15 tonnes pour communiquer en 80 secondes la vitesse de 3 mètres par seconde? Bon, alors les données, les voici. À quoi a-t-on affaire comme type de problème? Mais c'est un problème, on donne le temps, la vitesse et la masse. Bon, on voit bien qu'on a affaire directement à un problème de physique. Alors, les données, c'est la masse, bien sûr, 15 tonnes. Bon, il faut le mettre dans le système MKSA parce qu'on travaille ici, moi je vais travailler avec le système MKSA. Alors, 15 tonnes, c'est 15 000 kilos. Euh, la variation de temps, ben, quand on commence à comptabiliser le chrono, ben, ça part de 0 à 80. On va partir d'un temps égal 0. Donc ça veut dire on a bien voilà, une unité du système MKSA qui est la seconde. On a la vitesse c'est 3 mètres par seconde. Voilà, je me permets de le remettre dans une autre unité qui est la vitesse qu'on a quand on est dans une voiture, le kilomètre-heure. Alors 3 mètres par seconde correspond à 10,8 km/h. Comment on fait ça? Mais il suffit de faire x 3,6. Pourquoi x 3,6? Parce que pour passer des kilomètres en mètres, ben, il faut diviser par 1000. Enfin, 1 km fait 1000 mètres. Je m'excuse, hein, il faut faire x 1000. 1 km, c'est faire x 1000, hein, je m'excuse. 1 kilo, c'est 1000. Donc il faut faire x 1000, c'est un multiplicateur. Donc 1 km, c'est 1000 mètres. Et maintenant, si je vous dis 1 mètre, mais 1 mètre, c'est 1 millième de kilomètre. Voilà, donc pour passer des mètres, puisqu'on avait des mètres, on passe au kilomètre, on divise par 1000. Et maintenant, on va passer. Donc retenez bien qu'on divise par 1000. Hein. Pour passer des mètres au kilomètre, on divise par 1000. Pour passer des kilomètres en mètres, on multiplie par 1000. Voilà, c'est tout à fait normal. Hein. Bon, maintenant, je vais faire le passage de seconde à heure. Une heure, une heure, c'est 3600 secondes. 3600 secondes. Voilà. En seconde, une heure, c'est 3600 secondes. Alors, l'inverse, une seconde, c'est l'inverse. C'est 1 sur 3600. Voilà. C'est 1 sur 3600. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, vous divisez par 1000 et vous divisez par 1 sur 3600. Ce qui veut dire diviser par 1 sur 3600, on va faire fois 3600. Et comme on a divisé par 1000, 3600 divisé par 1000, ça fait 3,6. Donc 3 fois 3,6, ça fait 10,8. Donc pour passer des mètres par seconde en kilomètre heure, vous multipliez par 3,6. Et pour l'inverse, pour passer des kilomètres heure en mètres par seconde, vous divisez par 3,6. Voilà. Donc vous retenez que pour passer des mètres par seconde en kilomètre heure, il faut que ce soit plus grand. Ça va être quelque chose de plus grand.
Donc quelque chose de plus grand, c'est multiplicatif. Si c'est multiplicatif, ben, en fait, on multiplie par 3,6. Donc pour passer des mètres par seconde à quelque chose de plus grand, on multiplie. Donc on multiplie par 3,6. Et si on passe de quelque chose de plus grand à quelque chose de plus petit, on divise. On divise par combien ici? 3,6. Donc des mètres par seconde en km/h fois 3,6, parce qu'on passe on passe sur quelque chose de plus grand, et quelque chose de plus grand à quelque chose de plus petit, comme le kilomètre-heure vers le mètre par seconde, on divise par 3,6. Voilà, retenez ça. Et les problèmes de physique, bon, ce sera déjà moins quelque chose de moins à retenir, puisque ce sera logique. C'est une opération logique. Alors, la force constante, c'est une force constante que j'appelle X, elle se met en newton dans le système MKSA. Et voilà. Et donc on demande la force pour laquelle, bon, quand on communique à une charge ou une masse de 15 000 kg en 3 mètres par seconde en un laps de temps de 80 secondes, voilà, quelle est la force pour laquelle il faut faire agir pour avoir justement 80 secondes en 3 secondes. Bon, pour ça, on va regarder le problème. Voilà, ici j'ai dessiné une personne, voilà, qui pousse un gros chariot que vous pouvez voir ici. Alors, le gros chariot est poussé, pourquoi? Parce qu'on a dit que dans le problème, ben, il faisait 15 tonnes. Donc 15 tonnes, on vient de dire que c'est 15 000 kilos. Bon, on est d'accord. Bon, mais ça, c'est la masse. La masse, on a une masse à communiquer de 15 000 kilos. C'est la masse du chariot. Voilà. Alors, le délai, il faut un delta T de 80 secondes. 80 secondes. Pour communiquer une vitesse de 3 mètres par seconde. Alors, la vitesse est une notion vectorielle. Hein. Bon, ici, on comprend que le vecteur vitesse est dirigé dans le sens du déplacement. Ça veut dire que on a un axe, on met un axe qui va suivre le chemin. Attention que c'est un chemin plat. Je vous rappelle que c'est un chemin plat. C'est un chemin plat. Parce que si vous avez une descente, bon, vous poussez le chariot, même un petit enfant, il peut pousser un chariot sur une descente. Hein. Il pousse, le chariot il va descendre tout seul du fait de la pente. Du fait de la pente, de la gravitation, mais le chariot, c'est moi qui va descendre tout seul. Il n'y a pas besoin de pousser fortement. Et en plus, il a 15 tonnes, c'est d'autant plus facile. Une fois qu'on a vaincu les frottements de roulement, ça y est, le chariot, voilà. Par contre, ici, on est supposé être sur un plat. Donc mon dessin, il n'est pas très représentatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, il y a des branchages sur le chemin, il y a des roches, il y a peut-être des flaques d'eau, il y a peut-être voilà, du charbon, il y a peut-être voilà, des pavés, il y a peut-être, je veux dire, toutes sortes de choses. Peut-être qu'il y a une petite légère montée, et voilà, c'est rocailleux, etc., etc. Vous pouvez tout imaginer pour lequel ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas cette loi-là, parce qu'en fait, il faut émettre des hypothèses pour lesquelles on a un chemin parfaitement plat sans frottement. C'est bon, à ce moment-là, si vous mettez des rocailles, bon, vous pouvez me croire que vous pouvez encore pousser. S'il y a des rocailles qui bloquent les roues, je veux dire, ça ne marchera pas. Donc en fait, il faut y mettre des hypothèses pour lesquelles on a un chemin parfaitement plat qui répond, je veux dire, aux hypothèses, voilà, pour entrer dans le jeu voilà, du problème, problème physique. Il faut rentrer dans l'hypothèse du problème physique. Voilà, bon, maintenant on a suffisamment d'éléments qui peuvent nous mettre... Bon, tout d'abord, il faut mettre un repère vectoriel parce que je vous avais dit qu'on a une vitesse et qu'une vitesse est une notion vectorielle. Alors, autre chose, on a... Bon, ici, c'est l'origine. Dans l'origine, on met le vecteur de base, qui est un vecteur voilà, unitaire que je vais appeler I. Bon, autre chose, on recherche une force. Une force qui va aller dans le sens du mouvement et donc dans le sens de l'axe des X. Je l'appelle axe des X ici. Donc on a deux vecteurs, la vitesse et la force, et on a deux scalaires qui est la masse et le temps. La masse et le temps. Voilà. Mais avec la masse et la vitesse, on sait en faire un vecteur. Hein. Bon, on peut en faire un vecteur qu'on appelle la quantité de mouvement P. P qui est aussi un vecteur dirigé dans le même sens que V, mais proportionnel à V, et son facteur de proportionnalité, c'est la masse. Voilà. P, c'est le vecteur quantité de mouvement. Voilà.
Alors maintenant, on va établir nos calculs. On a tout. Hein. On sait bien qu'on a un vecteur vitesse pour lequel... Alors qu'est-ce qui va réunir la force et la vitesse? Eh bien, c'est la quantité de mouvement. Alors comment? Je vais vous montrer tout de suite. Ben, on sait bien qu'on a la masse. Ben, la masse, ben, on a la vitesse et la masse. Ben, avec la masse et la vitesse, on peut en faire un vecteur qu'on appelle la quantité de mouvement. Je viens de vous le dire maintenant à l'instant, qui a la même direction que la vitesse, mais même direction et même sens que la vitesse, c'est-à-dire celui du mouvement, puisque la vitesse suit le déplacement, la vitesse suit la direction du déplacement, la vitesse. Voilà, donc, et comme le déplacement est pris dans un repère, on va dire, linéaire, ben voilà, c'est pour ça que je vous avais dit qu'il ne faut pas qu'il y ait une descente ou une montée. Il faut que ce soit un plat. Et en plus, sans frottement. Il faut en plus de ça que les rugosités ne doivent pas intervenir dans les frottements de roulement, parce que là, à ce moment-là, le problème, il faut l'adapter. Donc ici, on suppose bon, qu'il n'y a pas de frottement. On suppose qu'on a un plat. On suppose qu'on a un axe qui est lié à ce plat. C'est ce plat qui est... Il n'y a pas de tournant, hein, ni à gauche ni à droite, hein, ni de descente, ni de montée. Voilà, et donc ce plat constitue, je veux dire, le chemin à suivre par le déplacement du mobile, qui est le chariot de 15 tonnes, pour lequel elle va suivre la direction. Elle va suivre la direction du chemin. Voilà, bien sûr, c'est la personne qui pousse derrière qui choisit son chemin, c'est pas le chariot qui fait son chemin tout seul. Voilà, il fera son chemin tout seul quand on aura bien poussé, qu'il pourra rouler un certain... Voilà, tout seul, hein, à un moment donné, on peut le pousser pour qu'il roule. Voilà, s'il y a un frottement de roulement, on peut le faire rouler, il n'y a pas de problème. Mais ici, bon, il pousse avec une force constante. Il pousse avec une force constante. Donc, il pousse avec une force constante. Il est constamment en train de pousser, c'est ça que ça veut dire. Hein. Voilà. Alors, pendant combien de temps il est en train de pousser? 80 secondes, je vous l'ai dit, c'est le temps. Alors, qu'est-ce qui relie le temps, la force et la quantité de mouvement? Oui, il y a un repère, je voulais vous dire qu'il y avait un repère qui était posé, un repère linéaire qui suivait le chemin, la direction. La direction, suivant la direction, on a un repère linéaire. Parce qu'il n'y a qu'une seule direction, donc un repère linéaire suffit. Et donc là, bon, on a tout. On a le repère linéaire, on a la vitesse qui est connue, la masse qui est connue, mais on recherche la poussée pour la poussée constante pour laquelle la personne devra pousser ce chariot. Alors, on sait bien qu'il lui faut 80 secondes et que ce chariot aura à ce moment-là une vitesse de 3 mètres par seconde au bout de 80 secondes. Alors pour ça, tout est dedans, parce qu'en fait, quand on fait intervenir la quantité de mouvement, on peut parler de, voilà, de force et d'impulsion de force. Mais attention qu'ici, l'impulsion de force, c'est une impulsion, d'accord, mais elle dure 80 secondes. On ne peut pas parler d'impulsion. Normalement, une impulsion, c'est quand il y a un choc. Hein. Impulsion, ça indique une impulsion, c'est quelque chose qui est très rapide au niveau du temps. Voilà, le temps, il est là. Bon, voici le temps. Au temps t égale 0, on a impulsion. Et on retombe vite à 0. C'est pas qu'on reste pendant 4 heures comme ceci. Hein. Voilà. Par contre, ici, il reste quand même 80 secondes. Avant de, voilà, au bout de 80 secondes, là, on se dit, bon, on a nos 3 mètres par seconde. Donc, c'est plus tellement une impulsion dans le sens véridique du terme en français, impulsion. L'impulsion, ça dure pas longtemps. 80 secondes, c'est quand même un petit moment. Hein. Bon, c'est 1, 2, 3, 4, 5. On est loin d'une impulsion une impulsion, c'est hop, une ou un dixième de seconde. Voilà, une impulsion, c'est comme un choc, hein, de choc de voiture. Je ne parle pas d'un accident de voiture où la voiture commence à faire des tonneaux ou quelque chose comme ça, parce que là, ça peut, je ne sais pas combien de temps ça peut durer des tonneaux, mais voilà, une impulsion de choc, c'est voilà, deux boules qui s'entrechoquent, c'est deux électrons qui s'entrechoquent. Voilà, c'est une impulsion donnée, voilà, c'est un signal qu'on peut émettre, voilà, on a un court instant, on vient à un interrupteur, ou voilà, c'est un signal très rapide, hein, signal très rapide. D'ailleurs, elle est définie, elle est définie d'une certaine façon, hein, l'impulsion. Hein. L'impulsion, c'est défini. Hein. On définit l'impulsion, je veux dire, en automatisme. L'impulsion est définie. Hein. Voilà, il y a une définition exacte de l'impulsion. Et même une définition mathématique. Hein. Voilà. Donc, ce qui veut dire par là que 80 secondes n'est pas véritablement une impulsion.
Maintenant, sur un grand temps donné, bien sûr, 80 secondes, ça représenterait rien par rapport à un grand temps donné. On pourrait considérer ça comme une impulsion, mais au sens proprement parlé, on ne peut pas parler d'impulsion quand on a 80 secondes. Mais malgré tout, on dit en physique impulsion de force. Hein. Il faut suivre la théorie. La théorie, quand ils disent bon, on va faire une impulsion, c'est une impulsion, hein, malgré qu'on n'a pas une véritable impulsion dans le sens précis du terme. Bon, alors le tout c'est de trouver la relation qui lie donc la force à la quantité de mouvement. Alors P, ben on va faire transparaître ça. P est égal à mv. Alors la vitesse c'est quoi? Normalement, si je prends dp, c'est m dv. Voilà. mdv, c'est m dv. Si je divise par rapport au temps, dp sur dt, voilà, dp sur dt, je dois diviser par le temps à gauche, enfin à droite. Je fais que diviser par le temps. Hein. Ça fait m dérivé dv sur dt. C'est une dérivée de la vitesse par rapport au temps, ça fait l'accélération. Ma. Ben, on sait bien que qu'est-ce qui est égal à ma, ben, c'est la force. Hein. F égale ma, la loi de Newton. Donc FdP sur dt, qu'est-ce qu'on peut écrire? Que F dt est égal à mdv. Bon, ce dt là, je le fais passer par là. Là, il va rester mdv. Voilà, mdv. Alors, fdt. Maintenant, je vais chercher l'intégrale de f dt entre les bornes t1, t2, c'est égal à m entre les bornes dv. Si je prends l'intégrale de dv, je vais retirer certaines choses parce que je suis un petit peu voilà, gêné par tout ceci. Je ne sais pas trop écrire correctement. Donc je prends l'intégrale dans chaque membre. Juste ça. D'un côté on a T, T1, T2 et là on a V1, V2, DV. Et là on voit bien que ça fait l'intégrale de dt, c'est T. Entre les bornes T2, T1 on aura T2 moins T1. Voilà. Est égal à M V2 moins V1. Voilà. Alors, T2 moins T1, ben, ça fait 80 moins 0. Voilà, F. Bon, on cherche la norme, hein. Je m'en fous de la direction. La direction, de toute façon, on la connaît. C'est celui de la direction de parcours du chariot. Voilà, donc, on cherche en norme.
Donc c'est pour ça que je ne mets pas les vecteurs ici, hein, ni là. Et là, je l'ai enlevé ici. Je l'enlève ici. Voilà, et je ne le mets pas là. Voilà, je ne les mets pas ici. Parce qu'on sait bien que c'est en norme, la direction on la connaît, le sens aussi. Voilà. Et la masse elle fait 15 000 kg. V2 moins V1. La vitesse, c'est... Bon, je suppose qu'on part du repos. Hein. Donc c'est 3 mètres par seconde. Moins on part du repos, 0 seconde. Et bien voilà, on aura 45 000 divisé par 80. 45 000 divisé par 80. Bon, voilà. Donc la solution, ben, on a T1, le départ, c'est 0 seconde. Pour qu'on commence à avoir 3 mètres par seconde, il faut 80 secondes. Donc le delta T, delta T est égal à 80 moins 0, ce qui fait 80 secondes. Voilà, voilà pour le chrono. Maintenant, pour les vitesses, mais la vitesse V1 initiale, elle est, on débute du repos, donc V1 vaut 0 mètres par seconde. V2, ouais, S c'est seconde. Hein. Parfois je mets S, parfois je mets SC. Là, je vous l'ai déjà dit, que vous pouvez corriger ou savoir que voilà, quand je mets M, S ou SC, c'est seconde pour moi. Voilà. Et la vitesse V2 est de 3 mètres par seconde. Il part du repos, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Alors la masse, on la connaît puisque c'est 15 000 kg. Et là, on peut faire nos calculs. Ben, il suffit de faire, pour trouver la force, F égale, donc 3, il suffit de faire 15 fois 3, 3 moins 0, fois 15 divisé par 80, ce qui fait 45 000 divisé par 80. 3 moins ceci, V2 moins V1, fois la masse, voilà, divisé par T2 moins T1, delta T. Le delta T, on l'a déjà, hein, je l'ai déjà calculé ici directement, qui fait 562,5 newtons. Ce qui fait environ une force constante de, je vais diviser par 9,80, 56 kg. Je m'excuse, j'arrive tout de suite.
Voilà, la réponse c'est ça, c'est 562,5 mètres par seconde. Voilà, si vous voulez mettre en kilogrammes force, voilà, c'est en norme, hein, bien sûr, je vous le dis. C'est en norme, donc vous prenez ceci et vous divisez par 9,81, ce qui fait environ 57 kg force. Environ kilogramme force. C'est une force, voilà, de 57,33 kg. Donc, ce qui veut dire que vous allez pousser, enfin la personne va pousser ici, là. La personne va pousser pour arriver de 0 à 3 mètres par seconde. Voilà, ceci va le faire en 80 secondes. Voilà. Bon, bien savoir qu'il y a une masse de cachet derrière, hein, c'est 15 000 kg. 15 000 kg, on va le faire passer de 0 à 3 mètres par seconde en 80 secondes. Voilà. On s'est calculé la force pour laquelle ça fait 57,33 kg force. Hein, voilà. Voilà, avec quelle force constante doit-on pousser un chariot de 15 tonnes? Pour lui communiquer en un laps de temps, c'est un intervalle de temps, donc c'est un qui dit laps de temps dit intervalle de temps dit delta t, donc une variation de temps, c'est une variation de temps parce qu'on passe du chrono de 0 à 80, ce qui fait de 0 à 80, ça fait 80 secondes. Maintenant, si vous passez du chrono de 20 secondes, alors là vous devez stopper le chrono à 100 secondes. Donc c'est 20 à 100, ça fait 80. De 30 à 100, de 30 à 110, ça fait toujours 80 secondes. Voilà, si vous prenez 200, il faut aller jusqu'à 180 secondes. C'est l'intervalle de temps qui compte. Mais ici, comme on démarre voilà, à 0, enfin, c'est moi qui pose comme condition bon, qu'on débute le chrono en 0 secondes, ben, il faut aller de 0 à 80. Et la vitesse, c'est pareil. Hein. C'est une vitesse, quand on dit vitesse, pour lui communiquer en 80 secondes la vitesse de 3 mètres par seconde, il faut partir du principe qui démarre du repos, c'est-à-dire de 0 à 0 mètres par seconde. Voilà. Et à partir de là, vous avez tout. Hein. On a le delta T ici. Attention que ici, j'aurais pu calculer un delta V. Hein. Tout comme j'ai calculé un delta T, je peux calculer
Voilà, un delta V. Vous voyez qu'ici, il y a un delta V. Hein. 3 moins 0, c'est un delta V. V2 moins V1, c'est un delta V. Donc, j'aurais pu calculer ce delta V ici aussi. Delta V, en norme, bien sûr, parce que V, c'est un vecteur. Voilà, et j'aurais pu mettre donc le calcul qui est 3 secondes moins le repos, départ du repos. Là, on communique 3 mètres par seconde. Voilà, et alors j'aurais pu calculer directement avec le delta T, delta V directement. Donc on se retrouve ici avec un delta T. On a un delta T. Et on a un delta V. Voilà, donc en fait c'est une mesure de variation. Hein. On a des variations ici, ce sont des variations. Bon, ce qui est constant, c'est la masse. La masse et la force. Donc la masse est une constante et c'est un invariant. C'est une masse constante. Et là, c'est une force constante. Donc on voit tout de suite sur quoi lieu les invariants, la constance et la variation. Qu'est-ce qui va varier? Variation de temps et variation de vitesse. Alors qu'est-ce qui va rester constant? C'est la masse. On va pousser une masse constante et on va pousser avec une force constante. Voilà, donc en fait la quantité de mouvement peut être utilisée par exemple pour communiquer en un certain laps de temps une vitesse. Voilà à quoi peuvent servir par exemple la quantité de mouvement. Parce que je vous ai dit que d'après le calcul que je vous ai montré ici, se cache, derrière la quantité de mouvement, se cache l'impulsion de force. Mais bon, on dit impulsion, mais qu'est-ce qu'une impulsion? Ça se définit précisément en impulsion. Hein. On n'a pas forcément des impulsions alors qu'on appelle ça impulsion de force. FDT, quand on a un choc, oui, c'est une véritable impulsion, mais on appelle ça toujours impulsion, malgré que parfois il n'y a pas des impulsions derrière. 80 secondes, pour moi, c'est pas une impulsion. Sauf si on garde dans un grand laps de temps. Sur un grand laps de temps, 80 secondes, c'est tout petit. On peut l'appeler impulsion sur un grand laps de temps, mais ici, c'est pas le cas. C'est à l'échelle humaine. À l'échelle humaine, 80 secondes, bon, c'est pas une impulsion. Hein. L'impulsion est définie mathématiquement, notamment en automatisme, de manière précise. Hein. Donc 80 secondes, pour moi, c'est pas une impulsion. C'est un échelon. 80, pas confondre l'impulsion et l'échelon, parce que voilà, à ne pas confondre ce qu'on appelle une impulsion, qui est un choc. Là, on est d'accord, hein, un choc élastique ou inélastique, peu importe, on s'en fout, ou un accident, un accident, ou voilà, ou de particules qui s'entrechoquent au niveau moléculaire, mais pas confondre ceci et ceci, hein, ça n'a rien à voir. Hein, c'est deux signaux qui ne sont pas les mêmes. Là, on va dire un échelon, un créneau, hein, on a un créneau, alors que là, c'est une véritable impulsion. Hein. Ouais, on essaie de faire tomber au plus vite le signal. Hein. Le signal doit tomber au plus vite. Hein. Voilà, au plus vite vers zéro. Il monte très haut, il va monter très haut, mathématiquement il va monter très haut pour retomber, voilà, pour retomber très très vite à zéro. Par contre là, il ne retombe pas très vite à zéro, parce que bon, mathématiquement, si je devais définir les deux signaux entre les deux, c'est pas les mêmes du tout. Hein. Donc appeler FDT une impulsion, ça dépend. Ce sera une impulsion. En physique, on l'appelle impulsion, d'accord. D'accord, mais c'est pas une véritable impulsion. Elle l'impulsion quand uniquement on a un choc. Mais si on a 80 secondes comme ici, pour moi, c'est pas une impulsion, c'est un créneau. C'est un créneau. Voilà, je vous remercie beaucoup.